Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce jeudi le 28 novembre 2024. On commence sans plus tarder notre édition avec les nouvelles politiques. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier le roi Abdallah II de Jordanie. L'entretien a porté sur la situation régionale et les efforts de coordination des positions concernant les développements dans les territoires palestiniens. La visite du roi jordanien au Caire est intervenue dans le cadre des efforts bilatéraux pour favoriser la désescalade à Gaza et au Liban. Voici un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi et le roi jordanien Abdallah II ont exprimé leur engagement dans le succès de la conférence de soutien à la réponse humanitaire pour Gaza qui se tiendra au Caire le 2 décembre prochain, a indiqué un communiqué officiel de la présidence égyptienne suite à leur réunion hier au Caire. Il est impératif d'aboutir à un cessez-le-feu immédiat à Gaza, d'acheminer l'aide humanitaire à l'enclave et de s'appuyer sur les conclusions du sommet arabe et islamique extraordinaire qui s'est tenu récemment à Riyad, ont insisté les deux dirigeants. L'organisation de la conférence islamique, la Ligue arabe et l'Union africaine ont signé le 12 novembre un document pour un mécanisme de coopération tripartite sur le soutien à la cause palestinienne. Ce mécanisme implique le renforcement des efforts conjoints sur le plan politique, juridique, humanitaire, médiatique et culturel pour soutenir les droits du peuple palestinien, qui est victime d'un génocide, d'un déplacement forcé et d'une destruction systématique de leur habitat par les forces d'occupation israéliennes. Selon le communiqué de la présidence égyptienne, Sisi et son homologue ont souligné l'importance pour la communauté internationale d'assumer ses responsabilités afin d'assurer l'accès humanitaire à Gaza, ainsi que le rôle central joué par l'UNRWA dans ce contexte. À cet égard, les deux chefs d'État ont réitéré leur refus absolu de délaisser la cause palestinienne ou de déporter les Palestiniens de leurs terres. Ils se sont prononcés en faveur de l'établissement d'un État palestinien indépendant sur les lignes du 4 juin, issu du traité de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale, constituant selon eux la principale garantie du rétablissement de la stabilité dans la région. Par ailleurs, les deux dirigeants ont salué le cessez-le-feu au Liban, annoncé mardi soir et entré en vigueur mercredi matin, soulignant leurs préoccupations pour la sécurité, la souveraineté et la stabilité du Liban et leur rejet de toute agression. Il s'agissait de la 4e visite du roi jordanien en Égypte dans le cadre des efforts bilatéraux pour favoriser la désescalade à Gaza et au Liban. Le chef de l'État a également reçu le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Sheikh Mohammed Ben Abdelrahman Al-Thani. Alors, la rencontre a permis d'examiner les efforts conjoints visant à instaurer un cessez-le-feu à Gaza, à libérer les otages et à acheminer l'aide humanitaire et de secours sans condition vers la bande de Gaza. L'Égypte et le Qatar se sont accordés que la communauté internationale doit assumer sa responsabilité pour mettre fin à la catastrophe humanitaire qui secoue la bande de Gaza. Et justement, l'Égypte a salué la décision d'un cessez-le-feu au Liban. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, la résolution doit être étendue pour mettre fin à l'agression israélienne contre Gaza qui dure depuis plus d'un an. L'Égypte a également rappelé l'importance du respect de la souveraineté et de la non-ingérence dans les affaires intérieures du Liban, ainsi que la nécessité de faire élire un nouveau président. Le commandant en chef des forces armées et ministre de la Défense et de la production militaire, le général de corps d'armée Abdelmajid Sahr, a inspecté un certain nombre d'unités des forces armées prévues pour participer à une mission de l'Union africaine. Le commandant en chef des forces armées a écouté une explication détaillée des procédures techniques et administratives de préparation et d'équipement des forces participantes qui sont menées selon des principes scientifiques en utilisant les armes, les équipements et les moyens technologiques les plus récents.
L'État déploie des efforts considérables pour développer le système de commerce extérieur. En tout cas, ce sont les dires du ministre de l'Investissement et du Commerce intérieur, Hassan Al-Khatib. Effectivement, le fonds souverain, selon lui, le fonds souverain mène des efforts pour attirer davantage d'investissements et maximiser le rendement des actifs appartenant à l'État. Voici les détails. Le ministre de l'Investissement et du Commerce extérieur, Hassan Al-Khatib, a passé en revue devant la Commission économique du Sénat les efforts du ministère pour développer le système égyptien de commerce extérieur, en facilitant les procédures, en réduisant les coûts et les délais de dédouanement, en localisant l'industrie, en protégeant l'industrie locale contre les pratiques commerciales déloyales. El-Khatib a également présenté les efforts déployés par le fonds souverain pour attirer davantage d'investissements et maximiser le rendement des actifs appartenant à l'État, soulignant les mesures prises actuellement par le gouvernement pour mettre en œuvre de nouvelles réformes des politiques financières, monétaires, commerciales et procédurales qui faciliteront la tâche des investisseurs et la circulation du commerce extérieur de l'Égypte. Il a souligné qu'un plan ambitieux a été élaboré pour réduire progressivement le délai de dédouanement à 2 jours d'ici 2025, ce qui renforce la compétitivité commerciale et réduit considérablement les coûts logistiques et impacte positivement le climat d'affaires. Le gouvernement a mis en place des politiques claires qui encouragent l'investissement et le commerce afin de réduire les charges financières, non fiscales et procédurales qui pèsent sur les investisseurs. Le ministre de l'Industrie et des Transports, Kamel Wazir, a indiqué que des plans avaient été élaborés pour établir une ligne du chemin de fer reliant la gare de train électrique à grande vitesse d'Abou Simbel à Wadi Halfa au Soudan. L'Égypte est reliée au Soudan par 3 axes de transport terrestre, à savoir l'axe de Toshka-Arkin, situé à l'ouest du Nil sur 100 km, l'axe de Goustol Wadi Halfa à l'est du Nil qui s'étend sur 35 km, en plus du 3e axe situé sur la côte de la mer Rouge qui s'étend du port de Halayb à Port-Soudan sur 280 km. La première dame d'Égypte, Mme Intisar el-Sisi, a affirmé être fière de soutenir les enfants d'Égypte pour un avenir lumineux. Dans un tweet sur sa page officielle sur les réseaux sociaux, elle a exprimé ses remerciements au Conseil national de l'enfance et de la paternité ainsi qu'à l'UNICEF. L'UNICEF a pour sa part remercié l'épouse du président de la République pour le grand soutien qu'elle apporte aux droits de l'enfant et son parrainage de la célébration de la Journée internationale de l'enfance. Le vice-premier ministre pour le développement humain et ministre de la Santé et de la Population, Khaled Abdel-Ghaffar, a affirmé que l'Égypte visait à localiser la production des vaccins d'ici 2030. Lors d'une réunion pour examiner le résumé exécutif de la stratégie nationale pour la localisation des vaccins, à laquelle ont participé des représentants de firmes internationales, il a ajouté que l'Égypte visait à réduire les importations en ce sens et améliorer le système de santé ainsi qu'augmenter les exportations vers les pays africains, ce qui renforcera la position de l'Égypte aux échelles régionales et internationales. Le ministre des Waqf, Oussama El-Azhari, a souligné la nécessité de préparer des cadres dotés de compétences médiatiques et positives, de fournir aux prédicateurs toutes les techniques et de permettre aux imams et aux prédicatrices du ministère de maîtriser la langue selon la MENA. El-Azhari s'exprimait lors du lancement du premier stage de formation de ce type dans divers compétences médiatiques pour les stagiaires du ministère des Waqf sous le thème cours de journalisme mobile au siège de l'Académie internationale des Waqf pour la formation des imams et des prédicatrices et la préparation des formateurs.
Et dans le domaine du sport, on va parler du squash. L'Égyptienne Amina Orfi a sacré lors de l'Open de Singapour est devenue à 17 ans la plus jeune joueuse à remporter un titre gold sur le circuit mondial PSA du squash féminin, l'équivalent d'un tournoi WTA 500 au tennis, après avoir dominé 3-2 sa compatriote Hania El Hamami en finale. Orfi remporte ainsi le 6e titre de sa jeune carrière, mais le premier dans la catégorie Gold, la 3e plus importante sur le circuit après les Diamonds et Platinum. Chez les hommes, le numéro 1 mondial égyptien Ali Farag a conservé son titre en dominant 3-2 en finale le Péruvien Diego Elias, alors qu'il était mené de 0. Et on va enchaîner avec la météo. Vous l'avez constaté, vous l'avez sûrement ressenti, le froid s'est bien installé en Égypte. La température a baissé cette semaine entre 4 à 5 degrés pour afficher un mercure maximal de 20 degrés au Caire, alors que la température penchait vers la chaleur au cours des dernières semaines. Il est temps maintenant de porter une veste sur les bras. Selon le bulletin de l'autorité de météorologie, la température minimale va chuter jusqu'à 14 degrés au Caire et 11 degrés au nord de la Haute-Égypte pendant la nuit. Et il y aura un vent fort allant de 40 à 60 km par heure, ce qui accentuera le sentiment de froid. Des pluies légères sont prévues sur la plupart des régions du pays. La Haute-Égypte, la région la plus chaude d'Égypte, aura une température maximale de 24 degrés ce week-end, mais qui chutera aussi pendant la nuit à 14 degrés. Allez, place au nouvel en bref. Le ministère du Développement local prévoit de planter 22 millions d'arbres d'ici 2027. La mise en œuvre des efforts de reboisement devrait commencer à Luxor d'ici fin 2024. On enchaîne avec les cinéphiles. Vous ne ratez pas du 28 novembre aujourd'hui, donc jusqu'au 7 décembre, le panorama des films européens, une édition très intéressante. Vraiment, si vous êtes amoureux du cinéma et qui plus est européen, ne ratez pas cet événement. On enchaîne avec, je continue la nouvelle, fidèle à son rendez-vous annuel au mois de novembre, la 17e édition du panorama des films européens présente une panoplie d'œuvres primées dans plusieurs festivals. Alors au programme dans plusieurs salles de cinéma au Caire, une sélection de films qui promettent de faire découvrir au public des créations singulières venues d'Europe, et ces cinémas sont surtout ceux du centre-ville. Demain, 29 novembre, à l'Opéra du Caire, découvrez l'Élysire d'Amor ou l'Élixir d'amour. C'est un opéra en 2 actes de Giarano Donizetti. Donc à ne pas manquer également. Et enfin, l'exposition Ahmim et Hegaza du 28 novembre au 8 décembre à l'Association de la Haute-Égypte pour l'éducation et le développement dans le quartier Ad-Doher au Caire. Alors seront exposés des tableaux d'art spontanés créés de tissus manuels ou de broderie classique par des femmes artistes du centre communautaire d'Ahmim au gouvernorat de Sohag. Non seulement les œuvres d'Ahmim sont exposées, mais aussi celles de Hegaza, un village qui se trouve à 20 km de la ville de Luxor. Il est bien connu pour l'artisanat des produits en bois. Ne ratez pas cet événement, allez soutenir ces femmes qui vraiment font du travail excellent. Et en même temps, ça vous permettra de faire d'une pierre 2 coups, non seulement d'aider ces femmes à développer leur artisanat, mais aussi de vous acquérir d'une pièce d'art. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite de programmes sur Night TV International. Au revoir.